Merci beaucoup à tous d'être là et merci beaucoup de cette belle matinée où on apprend déjà beaucoup de choses sur le concept identitaire. Alors moi, je vais partir de Gilles Lipovetsky qui étonnamment n'a pas été évoqué tout au long de la matinée. Donc je pars de son célèbre concept de personnalisation qui suggère un infléchissement notable dans la dynamique et de l'individualisme né avec la modernité. Vous l'avez à l'écran. À partir de ces concepts, il dit que seule la postmodernité a permis la réalisation des idéaux des Lumières que la modernité n'avait fait qu'annoncer en termes juridiques sans leur donner des portées réelles. Mais qu'entendons-nous exactement par postmodernité et ou par hypermodernité? Et de quelle façon ont-elles contribué à redéfinir ou réorienter les concepts d'individualisme, d'identité individuelle et d'auto-image? Au dire de Serge Charles, c'est avec la diffusion de la logique de la mode au corps social tout entier que nous sommes entrés dans l'ère postmoderne. C'est un moment qui voit la sphère de l'autonomie subjective s'élargir, les différences individuelles s'y multiplier, les principes régulateurs sociaux s'évider de leur substance et l'unité des modes de vie et des opinions se dissoudre. Non seulement les individus et leurs auto-représentations de soi semblent donc se libérer, mais également une autonomisation progressive semble permettre aux individus de suivre une voie non plus préétablie par la tradition. C'est partout, tel que le précise Lipovetsky, la recherche de l'identité propre et non plus de l'universalité qui motive les actions sociales et individuelles. Définie comme cela, cette ère postmoderne pourrait être pensée comme positive, mais Gilles Lipovetsky la présente également sous la forme du paradoxe, rejoignant ainsi l'idée annoncée ce matin par Paolo Bellini. Car deux logiques coexistent intimement en elle, l'une qui favorise l'autonomie et l'autre qui accroît la dépendance. Autrement dit, on assiste tout aussi bien au contrôle de soi qu'à la boulie individuelle, tout aussi bien au surinvestissement prométhéen qu'au manque de volonté totale, tout aussi bien en un mot à plus de responsabilisation de soi d'un côté qu'à plus de dérèglement de l'autre. Des narcisses, en définitive, figure de proue de l'ère du vide, tel que l'a souligné Gilles Lipovetsky, on est passé en douceur à l'ère de l'hyper-narcissisme. Alors, côté fiction, de quelle façon les héros ovidiens investissent l'écriture de nos jours? La littérature au présent serait-elle, telle que Bruno Blanquemann les questionne, celle de tous les solipsismes, une vague d'égophilie sans précédent la caractériserait, qui entraînerait la multiplication des récits sur soi et pousserait à cultiver simultanément la mise en scène populaire du geste d'écrire? Qu'élit-on la lumière des deux auteurs choisis dans cette intervention? Les deux auteurs que j'ai choisis, comme vous pouvez voir à l'écran, vont mettre en lumière d'un côté une mise à distance voulue de toute expression directe du soi, et de l'autre, une réelle émancipation des personnages donnant lieu à la manifestation des désirs singuliers, de l'accomplissement personnel et de l'estime de soi, avec une expression renouvelée de la notion identitaire. Des identités individuelles qui se forgeraient malgré tout dans cette ère du vide dont parle Lipovetsky, où plus aucune idéologie politique n'est capable d'enflammer les foules, où les projets historiques ne sont plus mobilisateurs car c'est les vides qui nous régit. Néanmoins, cette ère du vide aboutirait-elle toujours à ces nihilismes fictionnels dont les romans contemporains sont accusés? Reproduirait-elle dans les fictions une identité totalement hyper-narcissique se déployant dans une absence étonnante de nihilisme tragique? Quelles sont en définitive ces réécritures contemporaines ou ces expressions renouvelées de la notion identitaire? Lorsque nous lisons une écrivaine comme Sylvie Germain,
qui s'interdit à des rares exceptions près toute expression directe de soi, force est de constater que sa réécriture de l'identité individuelle n'aboutit pas du tout à l'hypernarcissisme caractérisant la société hypermoderne dans l'optique du philosophe et sociologue français. La pratique germanienne, avec d'autres auteurs, parmi lesquels je citerai Laurent Godet, tel que nous verrons un peu plus tard, relève donc à la fois d'une culture du sujet en quête de légitimité nouvelle et d'un rapport à l'intime en recherche d'expressions renouvelées. Non seulement donc l'expression de l'intime s'éloigne de tout passage par les mois autobiographiques et autofictionnels, mais dans les cas concrets de Sylvie Germain, travailler sur l'intime élève en plus la littérature à la hauteur d'une expérience quasi mystique. En effet, dans ses entretiens publiés sous le titre « Le vent ne peut être mis en cage », l'auteur écrivait « Plus on s'enfonce vers l'extrême intériorité, plus on s'enfonce en soi, plus se perd les moi en tant qu'ego avec ses limites, et plus on arrive à aller vers l'extrême dehors. Plus on va vers l'infiniment petit de notre être, plus cela finit par tangencer avec l'infini. Les dehors, les dedans, au bout d'un moment, finissent vraiment par tangencer. C'est l'expérience de tous les grands mystiques, même si certains peuvent se dire athées, même à l'absence d'un Dieu révélé. Toute expérience extrême d'antériorité conduit à une expérience extrême de l'absolu dehors. Certes, c'est au travers de personnages comme Déborah dans Toby des Marais, Laude dans la chanson des Mal-aimants, Magnus dans Magnus, Babel Abel dans À la table des hommes, que nous lisons ces besoins du moi en tant que sujet de fiction à parcourir son propre fort intérieur jusqu'à ce que le soi parvienne à cet extrême dehors qui n'est que l'autre, l'autrui, une notion héritée de Lévinas. Rappelons par ailleurs que Sylvie Germain, le fait d'avoir rédigé sa propre thèse sur la notion de visage, sur la catastrophe de la rencontre et sur la problématique de l'autre, met en exergue l'importance abordée par Sylvie Germain à la notion identitaire, à la problématique de la construction de soi, au reflet narcissique, si l'on veut, ce qui s'encadre dans cette culture de sujet en recherche de légitimité nouvelle depuis les milieux des années 1970. Les moi, précise-t-elle, ne se conçoit, ne se constitue que dans un élan qui nous pousse au large de nous-mêmes, vers un soi autre, précise-t-elle dans 4 actes de présence. En effet, cette œuvre riche et aux multiples échos donne au sujet à la notion identitaire une place centrale où métaphysique, poésie, imaginaire et réalité jouent un rôle capital. Mais qui est réellement ces moi dans l'univers germanien? Personne, aucun et tous à la fois. Car chez Sylvie Germain, on lit une incessante effectuation de soi qui constitue pour elle l'écriture toujours mouvante de son identité fuyante, de désormais en désormais. Une identité fuyante, voire effacée, que les lecteurs de l'œuvre germanienne observent aisément à partir de 1989 dans Opéra muet, puis dans La pleurante de rue de Prague et 2 autres romans pragois, Éclat des sels et Immensité, jusqu'aux récits plus récents tels que La chanson des Mal-aimants, voire Magnus ou À la table des hommes. Or, cette écriture de l'effacement où l'on assiste justement à la désintégration du sujet fictionnel tel que Claude Fins l'avait évoqué tout à l'heure, loin de contribuer à enrichir l'accusation faite à la littérature contemporaine, considérée comme trop nihiliste, permet à Sylvie Germain d'attribuer une fonction symbolique, voire mystique, à cet oubli de soi. S'oublier, s'effacer est, tel que Mylène Maurice Stefkovic les souligne, la marque d'une générosité, car marquer la perte signifie s'ouvrir à l'avènement d'une autre présence. L'auteur s'efface certes en tant que sujet réel derrière ses propres personnages, devenant les textes qu'elle écrit et à travers lesquels elle existe. Toutes ces rencontres, toutes ces élections, précise-t-elle, sont autant de fixations provisoires de son imaginaire et de son désir, de son identité perdue et toujours en devenir. Car tels des dormeurs clandestins, comme les précise la romancière, tous les personnages sont nourris de nos rêves et de nos pensées. Eux-mêmes, pétris dans l'immonde des mythes
et des fables, dans l'épaisse rumeur du temps qui brasse les clameurs de l'histoire et une myriade de voix singulières plus ou moins confuses. L'intensité émotive des personnages qu'elle fait déambuler dans un milieu hostile et sombre, que ce soit en solitude ou face à l'autre, nous invite en même temps à nous découvrir nous-mêmes en tant que lecteurs. Des identités effacées, j'insiste, individuelles, qui font alors écho à travers leur immersion dans l'histoire et les mythes, à une identité que Sylvie Germain semble vouloir collective ou dans tous les cas des portées universelles, voire mémorielles. C'est la raison pour laquelle, dans les plis de la robe des bures de la pleurante des rues de Prague, on devine par exemple la souffrance des déportés, les malheurs de l'exil d'une ville dont l'écrivaine connaît l'histoire douloureuse pour y avoir vécu. Les cris des douleurs de cette femme sans nom, ni âge, ni visage, donc effacée, invisible pour les communs des mortels, car sans aucun marqueur identitaire, est un cri collectif contre l'intolérance et les génocides commis contre la communauté juive présente à Prague depuis des siècles. Ainsi décrit-elle cette figure allégorique. Cette femme n'avait pas de visage qui lui fût propre. Elle n'était pas même une personne unique, un individu, elle était plurielle. Son corps était un lieu de confluence d'innombrables souffles, larmes et chuchotements échappés d'autres corps. Car si Sylvie Germain dépasse l'anecdote personnelle, et ce même à travers des romans dont la dynamique recoupe toujours l'itinéraire d'un personnage principal, c'est parce que l'écrivaine tente, au dire de Bruno Blanqueman, de qualifier l'être depuis la conscience de son propre vulnérable. La feuille et la peau, précise-t-elle, se confondent à force d'être un miroir, et comme la peau, elle est un palimpseste. Autrement dit, l'état de vacuité d'un sujet fictionnel sur fond d'histoire du XXe siècle et au travers d'un prisme traumatique sert de tremplin à l'écrivaine pour un dépassement du malheur partagé où les langages et la chair s'interpénètrent et s'interchangent. Si en outre, et tel que je l'ai souligné ailleurs, l'univers romanesque germanien s'éloigne de toute théorie unifiée du temps, la question identitaire ne semble point se poser chez Sylvie Germain de manière frontale. Qui suis-je ou que sommes-nous? Mais plutôt de manière tangentielle. Suis-je le même ou vis-je toujours dans l'inadéquation à moi-même? N'étant pas non plus tributaire d'une conception déterministe de l'histoire, dans ces textes entrent en jeu tout aussi bien les passés mémoriels qu'un avenir invitant à se transformer, voire un hors-temps mythique et universel permettant une nécessaire médiation entre en soi-même et cet autre que soi, suggéré par Ricoeur. En d'autres mots, et tel que l'auteur le précise elle-même, pour devenir pleinement humain, on doit se confronter à cette part d'inconnu, de nuit que chacun porte en soi, et cela passe par une lutte qui permet que de l'insoupçonné, de l'encore inadvenu, pénètre la personne au plus profond. De cette façon, et impulsé, voire même inspiré du combat des Jacobs, qui luttent toute nuit, l'écrivaine insiste sur l'association de l'être avec le devenir, où le devenir s'impose comme métamorphose du moi. Néanmoins, cette jeunesse du soi personnage, maintes fois retracée dans ses fictions, ne semble toujours pas l'essentiel à la romancière. Concernant par exemple le personnage de Magnus, elle a précisé: je me suis rendu compte en cours d'écriture que l'essentiel n'était pas de savoir quelles étaient son origine familiale, culturelle, son identité, mais de découvrir une origine plus fondamentale à la source de la vie même, les souffles qui passent. En effet, pour Franz George alias Magnus, dont le lecteur suit la trace à travers une mémoire lacunaire et un récit en désordre, les passages des ténèbres à la lumière n'est possible qu'à travers la désappropriation de soi, de l'oubli de son propre nom. Ce n'est donc que lorsqu'un souffle montant des profondeurs du corps d'un autre personnage, de frère Jean, le pénètre telle une caresse, que sa quête d'identité prend sens. C'est la vie même qui l'étreint du dedans et qu'il enlace par tous ses sens d'un seul mouvement. Se produit donc une réelle émancipation du personnage, une véritable estime de soi grâce à un amenuissement du vent dans les souffles et un oubli de soi en connexion avec les moines.
Cet épanouissement du vent dans les souffles et sa transformation en un soupir inspiré est, tel qu'Aliette Armel l'a souligné, au cœur d'une scène biblique fondatrice pour Sylvie Germain, le récit au premier livre de Roi de la théophanie qui s'opère devant les prophètes Élie. Sylvie Germain les décrit comme suit dans Les Échos du silence. Ce qui a lieu, un son défend silence. Il faut avoir aiguisé son ouïe à l'extrême, s'être entraîné à l'absolu de l'attention pour devenir apte à percevoir un souffle soutenu. Il faut s'être sondé, s'être soi-même exploré jusqu'au plus obscur de sa conscience, au plus lointain de ses pensées, avoir maintes fois accompli les tours de son domaine intérieur par cercles toujours croissants et cependant plus resserrés, enfin avoir atteint l'intime désert de l'oubli de soi pour pouvoir être effleuré, touché, visité par un tel inaudible soupir. Fin de citation. En définitive, si narcissisme il y a, sous prétexte que les sujets réels ou fictionnels y tiennent une place prépondérante, c'est dans tous les cas, tel que Bruno Blanquemin l'a précisé, un narcissisme blessé. Et ces romans exposent un narcissisme à retrouver en sa qualité d'estime de soi, sans lequel il n'est pas possible, il n'est pas des projets d'être envisageables. Un narcissisme blessé et à reconstruire, car partant d'un effacement de l'être, d'un néant, donc comme épreuve d'ordre existentiel et comme épreuve liée aux tragédies de l'histoire, qui aboutit à chaque fois à un autre que soi. Un narcissisme, si l'on veut, qui n'y apparaît point par conséquent dans cette apathie frivole en dépit des réalités catastrophiques dont parle Lipovetsky concernant l'époque contemporaine. Ce qui veut dire que l'œuvre de Sylvie Germain semble, ou du tout, ou dans tous les cas, mais semble-t-il, très éloignée des ambitions et des réalisations de la postmodernité, sans toutefois leur être étrangère. Pour Sylvie Germain, il n'y a pas non plus de projet d'être envisageable au sein des identités religieuses extrêmes dont on a souffert les conséquences lors des dernières années. Dans 4 actes de présence, Sylvie Germain a évoqué également les fanatismes assassins des intégristes, saccageant lieux et mémoire des lieux, ou de tous ceux qui ne partagent pas la conception de la grandeur, de la pureté, de tous ceux qui ne leur sont pas absolument inféodés. L'actualité est sans doute au cœur de l'œuvre de Sylvie Germain, telle qu'elle a précisé par exemple par rapport à son roman de 2016 en disant « L'attentat de Charlie Hebdo s'est imposé pour les dénouements de À la table des hommes, en faisant d'Abel finalement un être ni animal ni humain, retrouvant, je souligne, sa véritable identité par son refus à la violence et à la cruauté. Autrement dit, par son refus tout aussi bien à toute assignation identitaire qu'à toute soumission. » Je passe la citation que j'avais mise sur la diapo. L'attachement donc à un lieu est également un des composants essentiels de l'identité individuelle. On a besoin, comme on a vu tout au long de la matinée, d'un socle, d'un arrière-plan pour pouvoir avancer, s'en éloigner au besoin jusqu'à parvenir à s'enraciner dans l'absence d'un lieu. Les drames des migrants, précise toujours Sylvie Germain, est qu'ils subissent un arrachement, un déchirement. Un tel de pas ne peut être fécond, il ne même que souffrance. C'est une thématique partagée également avec Laurent Godet, car non seulement riche d'essence et d'actualité, mais aussi permettant à cet romancier dramaturge d'écrire des romans de tragédie antique. Dans Eldorado, les clandestins et leurs rêves brisés constituent la trame principale de l'intrigue, en parallèle avec celle du commandant Pirazzi, dont le périple se fait à rebours, à contre-courant du fleuve des émigrants. Un exil vers un Eldorado imaginaire qui montre la capacité du personnage à réagir face au malheur des clandestins. Nonobstant, qui sont ces clandestins? Comment sont définis et précisées leurs identités? Et le commandant Pirazzi, de quoi rêvait-il au juste après son passage par les cimetières de l'île de Lampedusa? Soleiman et Jamal, les 2 migrants soudanais dont on suit la trace vers les différentes frontières, s'accrochent au simple goût des dates, par exemple, pour pouvoir surmonter les manques du pays. Ils sont pourtant décidés à laisser derrière eux la tombe de leurs ancêtres, leur nom, un nom accroché aux branches des arbres comme un vêtement d'enfant abandonné que personne ne vient réclamer, même en sachant que dorénavant, là où ils iront, ils ne seront rien
qu'est des pauvres sans histoire, sans argent. De ce fait, non seulement Soleiman se sent vide et exténué après le départ forcé et inespéré de son frère, mais aussi dans une voiture poussiéreuse qui l'amène loin de chez lui en l'arrachant à sa propre vie. Par cet arrachement au lieu, à sa famille, à son nom, à ses ancêtres, l'identité du personnage commence à devenir donc déchirement, arrachement de la peau, dissolution du corporel et de l'être, effacement progressif, au point de faire que les migrants ne deviennent plus qu'une ombre, juste une ombre qui laisse derrière elle un petit filet de poussière. Ainsi, précise-t-il, je me suis trompé. Aucune frontière n'est facile à franchir. Il faut forcément abandonner quelque chose derrière soi. Nous avons cru pouvoir passer sans sentir la moindre difficulté, mais il faut s'arracher la peau pour quitter son pays. Et qu'il n'y ait ni fils barbelé, ni poste frontière, n'y change rien. J'ai laissé mon frère derrière moi, comme une chaussure que l'on perd dans la course. Aucune frontière ne vous laisse passer sereinement. Elle blesse toutes. Fin de citation. S'arracher donc la peau, disparaître en se décollant de sa propre vie, effacer son identité européenne, c'est aussi les souhaits les plus profonds de Salvatore Pirazzi. Ses commandants, autrefois fiers et orgueilleux de conduire les migrants depuis leur barque de fortune jusqu'au centre de détention, décident de s'identifier aux migrants pour donner du sens à son existence. Car à force de trop croiser la misère, n'avait-il pas fini par assécher son humanité? Ces manques d'humanité seraient-ce le résultat d'une attitude narcissique abolissant les tragiques et empêchant toute émotion durable telle que l'a suggéré Lipovetsky dans la société postmoderne? Le romancier critique ici, sans doute, par son écriture empathique, cette passivité généralisée des villes et des gens à l'égard des cadavres et des corps échoués sur la plage, problème face auquel on a tendance à faire vite place nette. Chez Salvatore Pirazzi, il a suffi d'un regard croisé avec un migrant pour qu'il décide d'effacer son ancienne existence, soulignant ainsi son manque d'apathie à leur regard. Je cite, « Il n'était plus personne, son nom, sa date et son lieu de naissance venaient de disparaître. Il n'était plus qu'un corps immobile dans les ruelles de la ville. Alors, pour la première fois depuis tant de temps, il se sentit bien. Finalement, la meilleure façon de se sentir vivant n'était pas de quitter ces marqueurs identitaires d'Européens, de faire disparaître en même temps son ancienne vie et son manque d'humanité, de s'approprier l'éclat des volontés qu'il avait souvent lues avec envie dans le regard de ceux qui l'interceptaient, d'entrecroiser son destin avec celui de Soleiman pour mieux s'identifier en définitive aux migrants. La solution suggérée par Laurent Godet est alors celle-ci. Pour rester vraiment humain, les personnages doivent évoluer d'un effacement progressif à une identification totale à l'autre, et ce, à travers la croyance, la foi, que seule la culture des traditions orales peut transmettre. Cette identification à l'autre se fait alors par les billets du pouvoir magique de la parole, servant à redonner force et espoir. Dans ce scénario cruel et réel, où même la langue n'assemble point les êtres, c'est un conte raconté autour d'un feu permet encore l'émerveillement des migrants. La filiation à l'autre se fait par un regard, devenu langage universel, par une parole, massambalo, permettant de souffler sur les désirs des hommes pour qu'ils grandissent, par un acte permettant à Pirazzi son évanouissement au monde, tout en étant sûr d'avoir contribué à laisser quelques mots en héritage. En conséquence, et tel que Donia Boubaker l'a bien souligné, ce n'est qu'en luttant contre la déshumanisation imposée par les mondes de l'exclusion que la figure du vagabond, de par son choix transgressif de rompre avec ces derniers, accepte un destin marqué par la fatalité et la malédiction. L'écrivain a reconnu, dans un interview sur France 5, reconvoqué dans ses personnages les vies oubliées qu'il a rencontrées lors de ses différents voyages, qu'il s'agisse des réfugiés de la jungle de Calais ou du Kurdistan irakien, représentant les rapports conflictuels qui opposent l'individu au monde dans lequel il évolue. La figure du vagabond godéen s'est fait la métaphore du malaise extrême qui frappe les sociétés contemporaines. Les choix de l'errance constituant ainsi le rejet des différentes formes d'aliénation que les mondes modernes fait subir aux hommes. Pourtant,
Depuis la mort du roi Zongor, un roman datant de 2002, une veine mythique et archaïque marque également les styles de Laurent Godet. En effet, l'auteur a avoué à plusieurs reprises se plaire à tisser des thématiques d'actualité, embrassant des mythes qui ne sont autre chose, dit-il, que de la chair vivante. Le romancier parisien a parmi ses thématiques de prédilection la suivante. Nos propres vies étant trouées, comment mettre en mots la vie de ces autres qui nous entourent et dont on se rend compte que l'on ne sait pas grand-chose. En définitive, comment raconter une vie dans les mondes dans lesquels on vit, autrement dit, quelle identité donner à ces autres naufragés du monde, à ces vagabonds godéens condamnés à l'exil et à l'oubli. Les prix Goncourt 2004 y répond à travers son 10e roman, Salina, les trois exils. Salina y est définie avant tout comme étrangère, venant de loin, de l'on ne sait pas d'où. Ses non-dits sur ses origines à la naissance justifient le récit que son dernier fils se doit de prononcer pour reconstituer la véritable identité du personnage. Or, y parviendra-t-il vraiment? Sa condition d'étrangère aux larmes de sel est une composante clé de l'identité de cette héroïne qui va lui permettre de se questionner sur son appartenance à la communauté d'accueil ou sur sa condition d'exilé. À cette non-appartenance identitaire se joint également cette autre thématique, celle de la vengeance. Car comme l'a bien souligné Rodolfo Machuca, la violence de l'abandon, Laurent Godet, nous présente dans ses textes toutes sortes de violences. La violence de l'abandon, la violence des genres contre les femmes, la violence aussi bien physique que verbale, la violence des pouvoirs politiques, même celle d'un environnement inhospitalier. Une violence que l'héroïne se doit de manger, même si à la fin du récit, elle comprend qu'à travers les dons d'Alika, que toute guerre ne s'achève vraiment que lorsque les vainqueurs acceptent de perdre son tour. C'est la même maxime que Pirazzi s'était appliquée, s'identifier à l'autre, au vaincu, au migrant, au souffrant, tout en devenant son égal, partager l'errance et une nouvelle vie en signe de paix. Bon, je passe quelques autres citations que j'avais ajoutées pour aller un peu plus vite. Et je viens à la conclusion. Non sans souligner également quand même l'importance de la thématique du cimetière dans l'œuvre de Laurent Godet. C'est dans un cimetière, celui de Lampedusa, que malheureusement on connaît tous, que Pirazzi dans Eldorado se recueille et que la voix d'un inconnu mystérieux prononce le nom lointain de ces lieux utopiques. C'est dans ce petit cimetière de Lampedusa, ayant accueilli ce corps brisé par les vagues et déchiré par les rochers, des corps sans nom, que le commandant comprend que le nom lointain d'Eldorado allait régner sur chacune de ces nuits. D'où les paradoxes et l'intérêt des romans godéens. Le cimetière, c'est un espace thanatique par excellence où l'identité est poussée à disparaître, mais dans ces romans s'avèrent les décors d'un ferment d'avenir, d'une identité à reconstituer, d'une mémoire à partager. Dans La Porte des Enfers, l'écrivain évoquait la désubstantialisation, je cite Lipovetsky, de l'être provoqué par l'oubli de ses proches après la mort. Et en parallèle, presque comme réponse influente de l'espoir, la disparition offerte de Matteo contre la vie de son fils. Cet autre espace imaginaire de la mort, d'inspiration dantesque, conduit à la substantialisation de l'ombre du fils encore vivant, face à Narcisse, Orphée, et face au néant, les vents de l'espérance. J'ajoute une autre citation, que pour faire un peu plus vite, je ne peux pas lire. Bon, Laurent Godet a déclaré à propos d'Eldorado l'importance d'une écriture engagée pour changer les mondes et la face de l'histoire. Il a précisé « Je vais partager avec mes lecteurs le regard que j'ai posé sur ces hommes partis du fond de l'Afrique. C'est effectivement un problème politique, mais mon travail consiste à montrer que l'on peut en parler aussi de manière littéraire, humaniste. J'espère pouvoir changer un peu le regard que les lecteurs et même les politiques vont porter sur cette réalité. » Fin de citation. Une écriture empathique qui transforme en effet la perception du lecteur sur la notion identitaire. Et pour venir en conclusion, je dirais que dans cette ère du vide, tel que Lipovetsky l'a souligné, les univers fictionnels que j'ai analysés dans mon intervention offrent en effet différentes voies de sortie
face à un nihilisme existentiel généralisé qui s'est avéré la cause ou la conséquence d'un hypernarcissisme sociétal, c'est-à-dire culte du jeu autosuffisant et égotiste de la société spectacle, tel que Lipovetsky l'avait évoqué concernant l'époque hypermoderne. De ce fait, nos deux auteurs se consacrent justement à mettre l'accent sur le tragique de l'existence que les narcissismes a tendance à abolir, en critiquant précisément cette forme inédite d'apathie faite de sensibilisation épidermique au monde et simultanément d'indifférence profonde à son égard. Une indifférence en dépit des multiples réalités catastrophiques et humaines, guerre, exil, viol, antisémitisme, migration, etc., rapportées et parfois vécues au premier plan par Sylvie Germain et Laurent Godet. C'est la raison pour laquelle, face à cette société de spectacle où priment les apparences et l'identité hyper narcissique du moi, leurs personnages effacent leur identité, leurs personnages s'estompent, déambulant tels des ombres et des vagabonds, effleurant timidement leur champ pour mieux évoquer cet état de vacuité spirituelle généralisée qui n'est cible que l'envers du discours progressiste, les revers de l'idéalisme des Lumières et en définitive les enfers d'un humanisme défunt. Et pourtant, Sylvie Germain et Laurent Godet continuent à nous émerveiller avec des histoires où opère un constant réenchantement du monde. Pour s'hausser contre ces nihilismes fictionnels et existentiels, Sylvie Germain déplace les centres d'intérêt du superficiel moi vers le soi, de l'extérieur des apparences vers l'intérieur, afin de mieux saisir l'extrême dehors. Les soi s'avérant tel qu'on l'a vu, un seul tremplin et passage vers l'autre, un simple miroir tourné vers le monde. La récurrence de la romancière à la citation n'afficherait-elle pas au niveau formel et exemplaire cet idéal esthétique de l'effacement identitaire? Citée, écrivait-elle depuis sa thèse, c'est donner temps et place au dit de l'autre, c'est laisser couper et suspendre la parole par celle des autres, consentir à la discontinuité, à l'interruption, au heurt, à la fascination. Citer serait une manière de se retirer et s'oublier régulièrement pour mieux recomparaître personnellement en cet anonymat. Laurent Godet, quant à lui, en tant que romancier dramaturge brechtien, n'est-il pas également un auteur conscient que l'identité individuelle, c'est-à-dire le jeu du sujet fictionnel, pour ne pas tomber dans l'oubli et les néants, gagne à être récité, dit et raconté par l'autre, en interpellant même celui qui regarde et lit la scène, un auteur qui enrichit en plus la notion identitaire de la parole orale, ancestrale et magique, de l'univers mythique et symbolique, même dans des thématiques actuelles et totalement insérées dans les réels, un auteur qui recourt aussi à la citation célèbre, à la maxime célèbre de Terence sur l'humanisme, afin de préciser sa propre définition de l'écriture et qui nous permet par conséquent de mieux cerner sa propre identité d'écrivain. Je cite, « Je suis homme et j'estime que rien de ce qui est humain n'est m'est étranger ». Dans sa page web, l'auteur a précisé également pourquoi il tient tellement à l'écriture, ce qui nous éclaire à nouveau sur sa notion identitaire. J'écris pour avoir des milliers d'années, connaître des foules de sentiments contradictoires. J'écris pour vivre sous des paysages étranges à des époques passées, pour plonger dans des vies qui me sont étrangères, être solitaire des frères éloignés. Écrire donc pour plonger dans des vies qui lui sont étrangères, autrement dit, accueillir l'autre en se connaissant soi-même un peu moins, car se connaître, c'est avant tout, tel que le précisait Michel Serres, s'oublier. Rien ne pourrait être donc, à mon avis, plus éloigné de l'hypernarcissisme décrété par Lipovetsky concernant notre époque. Car après ce narcisse en orbite de l'ère postmoderne, où les moi se trouvent décapés, vidés de son identité, perdant ses repères, son unité, devenant un ensemble flou, les univers fictionnels analysés montrent que la notion identitaire gagne à s'enrichir, comme le précisait Ami Mahalouf, par des multiples appartenances. Je vous remercie.